Bonjour Jacques Prade, vous êtes économiste, spécialiste d'économie sociale, fondateur du master La Nouvelle Économie Sociale à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Votre travail porte sur les coopératives, sur les formes alternatives d'organisation économique. Beaucoup de salariés se sentent pris au piège du travail. Certains souffrent de précarité, certains souffrent de perte de sens. Et pour vous, le responsable, c'est le capitalisme. Est-ce que vous pouvez nous développer un peu ce point de vue? Pourquoi vous dites ça? Alors, le capitalisme, c'est quoi? Le capitalisme, c'est un système qui repose sur deux architectures. Une architecture horizontale, qui sont des entreprises qui ne sont pas liées les unes avec les autres, qui sont en concurrence les unes avec les autres sur des marchés particuliers. Et puis, c'est une architecture verticale qui repose sur le salariat. Et le salariat, c'est quoi? C'est un rapport entre, dans la formulation de Marx, entre un capitaliste et ses ouvriers, les prolétaires, dans la formulation de Schumpeter, puisqu'il est à la mode aujourd'hui, entre un entrepreneur et ses salariés, plus généralement entre un patron et ses salariés. Et à l'issue duquel la ressource qui a été créée est propriété du capitaliste, du propriétaire, de l'entrepreneur qui l'a mis en œuvre. Il y a deux choses qui sont importantes pour définir le capitalisme. Il y a un faisceau de droit, c'est-à-dire un faisceau de lois juridiques qui, à un moment, fixent les règles et disent que les choses sont comme ça. Sans ce faisceau de droit, le capitalisme ne pourrait pas exister. On pourrait très bien imaginer des sociétés dans lesquelles le droit d'user de salariés, de travailleurs ou de prolétaires ne serait pas possible. Donc il faut qu'il y ait un faisceau de droit qui fonde ce capitalisme. Et puis il y a quelque chose qui coiffe le capitalisme, qui est l'imaginaire. Et cet imaginaire est très particulier dans le capitalisme. Il est d'avoir toujours plus. Le capitalisme, c'est pas de dominer ou d'avoir possession de quelque chose. C'est toujours posséder plus, dominer plus et avoir de plus en plus. Voilà. Et c'est ça qui fait mal aux gens? Voilà. Et ça définit un trait très particulier qui l'oppose totalement au projet coopératif. Alors justement, vous défendez l'idée que les coopératives ne sont pas seulement des alternatives ponctuelles et sympathiques, mais qu'elles peuvent constituer une stratégie concrète de résistance à ce capitalisme que vous dénoncez. Comment? C'est très simple. Une coopérative, c'est un capital qui est composé de parts sociales. Il n'y a donc pas dans une coopérative, dans son principe générique, d'action ou d'obligation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les réserves obligatoires de ces coopératives ne sont pas redistribuables. On ne peut pas se partager ces réserves. La troisième chose, c'est que les décisions ne sont pas prises en fonction du poids que vous détenez dans le capital, mais selon le principe, une personne, une voix. Et puis, la chose la plus importante, à mon avis, des coopératives, et vous remarquerez que dans la loi de 2014, ça n'est pas signalé, c'est le principe de double qualité. Le principe de double qualité veut dire que dans une coopérative de production, tout travailleur est apporteur de capital. Dans une coopérative de consommation, tout consommateur est apporteur de capital. Dans une coopérative d'habitants, tout propriétaire est à la fois locataire. Et ce principe de double qualité change complètement les choses, c'est-à-dire qu'il donne non seulement un poids équivalent à toutes les personnes, mais surtout une responsabilité au sein de la structure qui est une responsabilité partagée. Alors, qu'est-ce qui freine aujourd'hui, finalement, l'éclosion de ce modèle coopératif à grande échelle? Il y a énormément de choses qui règlent. La première des choses, c'est que la coopérative se mouvoie dans un univers qui n'est pas le sien. Donc ça c'est la première chose. Dans un univers capitaliste, vous voulez dire. Bien sûr. Donc, de fait, si vous voulez, il y a une difficulté à vivre cette ambivalence. Mais je crois si j'avais à dire quelque chose d'un peu plus particulier, je dirais que ce qui nuit à la coopérative, c'est la coopérative elle-même. C'est-à-dire que la coopérative, au fil du temps, se détériore et suit un mouvement qu'on appelle un mouvement d'isomorphisme. L'isomorphisme en mathématiques, c'est le fait qu'une figure, quand vous essayez de construire son opposé, vous allez retrouver la même figure. Donc ça, c'est quelque chose qui pose problème. Dit en termes plus économiques, ça veut dire que la coopérative qui naît avec des valeurs qui sont étrangères à l'entreprise capitaliste, au fil du temps, va tendre à revenir vers une entreprise ordinaire. Et donc, du coup, de ce fait-là, l'entreprise coopérative, quand on vous dit c'est une coopérative, d'une certaine manière, ça fait pas rêver. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous connaissez. Qui c'est qui rêve de travailler dans une coopérative bancaire aujourd'hui?
pas beaucoup de monde. Mais au fil du temps, ces coopératives, alors je vous ai cité les coopératives bancaires, mais c'est encore pire dans les coopératives viticoles, ou les coopératives céréalières, ou les coopératives laitières. On est arrivé à une forme d'entreprise qui est tellement proche de l'entreprise ordinaire contre laquelle elle avait été créée, que finalement, ça n'enthousiasme pas les foules. Ça veut dire qu'une coopérative, au fur et à mesure qu'elle grandit, perd ses valeurs initiales? Il n'est pas possible d'être une coopérative à grande échelle? Bon, c'est une vraie question, mais on ne sait pas y répondre de manière totalement rationnelle. Robert Tseha, qui était un des 5 derniers mousquetaires de l'expérience de Mondragon, avant qu'il meure, que j'avais rencontré, m'avait dit « Je crois qu'une coopérative de plus de 200 coopérateurs est un peu la limite maximale. » Ce chiffre-là est un chiffre complètement arbitraire. J'ai connu, moi, des coopératives plus importantes qui fonctionnaient bien, et j'ai connu des coopératives beaucoup plus petites qui déjà commençaient à dérailler. Ce qui est sûr, à mon avis, c'est que la question de la limite est une question qui est la question, je dirais, politique essentielle des coopératives. Alors, limite en taille, limite dans la façon dont elles fonctionnent. Le terme des limites est essentiel, même si, rationnellement, scientifiquement, on n'est pas capable de donner un chiffre limite de la taille des coopératives. Vous dénoncez aussi un formatage mental qui empêche les gens de développer des coopératives. De quoi parlez-vous? Le formatage mental, c'est celui de l'école. L'école, c'est un lieu de la concurrence. Ce n'est pas un lieu de la coopération. Il y a des expériences pédagogiques, je pense aux pédagogies Freinet ou Montessori, ou les expériences d'Aisnail en Angleterre, qui ont essayé de montrer qu'est-ce que pouvait être un projet coopératif. Mais le fait est que dans l'école primaire déjà, puis au collège, puis à l'université ou dans les prépas aux grandes écoles, ce qui règne, c'est la concurrence. Donc, ce n'est pas un lieu de la coopération. Vous défendez néanmoins ce modèle coopératif, même si vous le critiquez dans ses limites. Est-ce qu'il reste une solution possible pour un autre modèle économique? Ce n'est pas une solution possible, c'est la seule solution qui nous reste. Moi, je crois, si vous voulez, que depuis, grosso modo, 40 ans, en France, les politiques économiques sont toujours les mêmes. Elles varient entre une politique de l'offre et une politique de la demande keynésienne. Et pratiquement, tout le champ politique tourne autour de là. De chaque côté, on a quoi? On a, sur le côté de la droite, on a les libertariens américains qui pensent qu'un monde est possible en écrasant le politique, en écrasant la démocratie. C'est-à-dire que, finalement, la loi du plus fort serait la seule qui vaille. Et de l'autre côté, sur la gauche de la gauche, on a une partie des altermondialistes, une partie seulement des altermondialistes qui défendent l'idée qu'on pourrait avoir un monde sans économie ou un monde sans monnaie. Et ça me paraît tout aussi suspendu, je dirais, pour pas dire plus, suspendu que le propos des libertariens. Donc du coup, la seule issue qui nous reste, c'est l'issue coopérative. Si vous deviez donner un conseil pratique à des travailleurs qui veulent envisager de se lancer dans une coopérative, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Quelle erreur il ne faut pas faire, par exemple? Alors, des erreurs, il y en a beaucoup dans les coopératives. Mais je crois qu'il y a une chose, à mon avis, qui paraît essentielle. C'est que la coopérative, ça n'est pas quelque chose qui résulte d'une appréciation négative des choses. Autrement dit, la communication qui consiste à dire quand une entreprise est en faillite, quand elle n'a pas de repreneur, on crée une coopérative est une mauvaise chose. La coopérative, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui est l'envie de travailler ensemble. C'est-à-dire, c'est l'envie de faire en sorte que, en grand nombre, on va plus loin et on va plus sûrement. Avec l'idée quand même que les conflits dans les coopératives sont toujours beaucoup plus violents que les conflits dans des entreprises ordinaires. Précisément parce que le coopératif, c'est à la fois ce qui vous fait aller plus vite et plus loin, mais c'est à la fois, lorsqu'il y a grippage, des violences très très fortes. Ça ne relève pas de l'aspect coopératif, ça relève de tout collectif. Tout collectif va beaucoup plus vite quand il fonctionne bien, mais dès que ça déraille, ça va aussi beaucoup plus mal. Dans les écoles de commerce, on dit souvent
que la coopérative, c'est un truc qui est long, qui est compliqué, on passe d'heures à discutailler pour arriver à prendre une décision finale. Alors que l'entreprise de société anonyme classique est une entreprise qui laisse une liberté beaucoup plus grande aux entrepreneurs. Il se trouve que j'ai bien connu le directeur de Fagor, et lorsque Fagor a racheté Brandt, le directeur de Fagor, donc coopérative espagnole, s'est trouvé patron de Brandt, société anonyme française. Et à l'issue d'une discussion qu'on avait eue, il m'a dit « Je trouve que c'est horriblement difficile de gérer ces sociétés-là. » Et je lui ai dit pourquoi. Et parce qu'il me dit, chez nous, dans les coopératives, on passe de longs moments à discuter, mais lorsque la décision est prise, c'est fini. C'est-à-dire la décision a été arrêtée. Alors que dans une société ordinaire, dans une entreprise ordinaire, en fait, on prend seul la décision, on met tout en place, et puis ensuite, on a des syndicats, on a des organisations qui se mettent en place, qui disent « mais nous, on n'est pas d'accord, etc. » Et tout votre plan est à remettre en arrière. Comme quoi, selon l'histoire que l'on a, on peut trouver qu'il est peut-être plus facile de gérer une coopérative que de gérer une entreprise ordinaire. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.